Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de deux trois petites choses du moment et puis principalement de ce qui va se passer la semaine prochaine parce qu'on a une semaine assez chargée en termes de calendrier économique. Donc on va aller voir ça ensemble. Allez, intro. Alors, en ce qui concerne la structure de prix sur 4 heures, pas vraiment d'évolution. On est toujours plus ou moins dans cette structure un petit peu de compression, hein, donc un triangle. On a un petit peu cassé, là on en sort un petit peu par le côté, mais pour le moment il n'y a pas l'accélération qui pourrait nous emmener dans cette boîte de liquidité autour des 110. Elle ne se fait pas, c'est normal, on est dimanche, hein, donc on va pas lui demander, on va peut-être lui demander ce soir, éventuellement autour des 23 heures, de venir pousser un petit peu, mais avant ça, bon, on est plutôt en général le dimanche dans le calme et la plénitude. Voilà pour le 4 heures, on est entre ce niveau-là et ce niveau-là en 4 heures, hein, d'accord. On a entre 101 et 106. On va voir avec la liquidité que personnellement je serais pas étonné qu'on fasse un petit tour au-dessus de 107 et un petit tour en dessous de 102 dans le même temps, c'est-à-dire qu'il y ait un petit peu de mouvement en fin de week-end, début de lundi, peut-être la session asiatique de ce soir, ce genre de choses, histoire de venir faire une petite raquette de liquidité un petit peu dans les deux sens, avant d'attaquer la semaine, avant d'attaquer une semaine qui va être assez chargée, puisqu'il va y avoir pas mal de choses dedans, à savoir FOMC, des gros earnings, etc., etc., des semaines comme on les aime en termes de news économiques. Ethereum contre Bitcoin, je trouve ça pas moche, cette petite correction ici en sortie de trend, pas encore l'accélération qu'on mériterait éventuellement du fait de casser une trend, hein, en général, ça mérite d'accélérer. Sur la paire, Ether-BTC, il y a aussi du short, hein, c'est une paire qui est tradable comme ça. Enfin, il y a du vendeur et de l'acheteur. Il y a absolument tout ce qu'il faut pour faire une paire. Donc, en l'occurrence, pourquoi pas, je dirais le fait de sortir un petit peu tout le monde de cette structure baissière ici. Globalement, le dernier plus haut, il se trouvait ouf par rapport au plus bas qui avait été là, il est plutôt par ici, d'accord. Donc je serais pas étonné que on vienne recouper sur Ether BTC les 0,040, c'est-à-dire sans nécessairement dire que c'est obligatoire qu'on vienne faire un nouveau plus haut, peut-être venir faire un plus haut qui est plus bas que le précédent à minima, d'accord. Donc pour le moment, on s'inscrit dans la tendance, mais globalement, une petite surperf cette semaine d'Ethereum par rapport à Bitcoin ne me dérangerait pas dans la mesure où on a plutôt l'impression d'être en bas de quelque chose, d'accord. On a aussi ce niveau daily qui devrait parler normalement, et si on le perd pas, qui du coup pourrait nous donner éventuellement un petit W de retournement sur la 4 heures, qui lui-même pourrait nous donner une structure, on va dire une poussée haussière contre Bitcoin. Ici, c'est un peu mitigé pour le moment. Tant qu'on n'a pas pété la distribution qui est ici, vous voyez qu'on n'est pas très loin d'être au contact, hein, dans cette zone-là. Je parle de la turquoise, bien sûr. On n'a pas grand-chose à dire. Ça pourrait être un top en diamant, c'est-à-dire retour ici sur cette zone-là, les 2007. Hein, en général, top en diamant, ça ressemble un peu à un Bart Simpson, c'est-à-dire vous poussez, vous avez un range en haut qui se ressemble à un diamant, hein, qui sort personne, et ensuite vous venez chercher en bas. Je serais quand même étonné qu'il n'y ait pas à minima une petite cassure de cette trend, parce que cette structure me semble quand même plutôt bullish, plutôt corrective. Maintenant, voilà, Ether contre le dollar, vous comprenez ici que dans ce type de structure, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas trop où on va. Dans un premier temps, on fait de l'expansion, donc effectivement, on vient chercher de la liquidité là où elle est, en haut et en bas, et puis ensuite on compresse. Hein, c'est ça le principe d'un diamant. Donc quand on compresse ici, on accumule et du long et on accumule du short. La question étant où est-ce qu'on va en premier. Assez souvent, c'est plus sur Bitcoin que sur Ether, mais assez souvent, on aime bien, enfin moi je trouve, terminer ces triangles par une double prise de liquidité, c'est-à-dire finalement un range qui a sa déviation en haut et sa déviation en bas. Maintenant, c'est aucune certitude que ça arrive dans ce sens-là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que potentiellement, attention, si jamais on fait la cassure de cette trend, attention à un rejet, je dirais à peu près sur la zone des 3005, parce que pour le moment, c'est plus ou moins ce qu'il y a eu, d'accord. Il y a eu une très belle défense des 3005 à chaque fois qu'on est venu y faire un tour, donc attention à ça éventuellement. Cela dit, je trouve que ça, c'est plutôt correctif, là, A, B, C, et qu'on aurait peut-être terminé cette correction, sauf si effectivement on en vient à perdre effectivement à fabriquer effectivement cette structure en diamant au niveau d'un top. Je pense qu'on peut estimer qu'on a un scénario, enfin on a si jamais on perd l'accumulation du moment que je qualifierais d'être quelque part comme ça, on a un signal assez fort que effectivement on risque de pousser vers le bas. Ici, on peut enlever toutes ces trends à l'accumulation qui sont là. On peut nettoyer un petit peu. Est-ce que ça ressemble toujours à un biseau en sortie?
un petit peu, si on estime que ça c'est une déviation, qu'on a dû passer sous la structure ici. On va le garder pour le moment, mais c'est pas extrêmement propre cette histoire de biseau, d'accord? Ici, biseau en descente, ça veut dire quoi? Ça veut dire, bah, éventuellement, soit j'ai ma pulse, j'ai ma correction, j'ai une impulsion supplémentaire qui m'attend, d'accord? Là, en l'occurrence, c'est plutôt en biseau, mais voilà. Et donc, pour le coup, ça irait pas du tout dans cette idée du diamant, c'est-à-dire qu'on arriverait vraiment à venir chercher des choses comme tout ce qui se passe dans l'imbalance ici, voilà, quelque part autour de 3575 ici, et pourquoi pas retourner la structure des lits, hein, qui est baissière, mais pourquoi pas, hein, ça pourrait être mignon sur Ethereum de faire ce genre de choses-là. Donc voilà, ce qu'on veut c'est casser la traîne, hein, tout simplement, et pour le moment ça temporise. Vous comprenez ici, expansion, puis compression. Voilà, pour le moment on n'en sait pas plus, il n'y a pas vraiment de tendance, on va dire, sur le fond. Il y a une petite tendance haussière qui peut-être se dessiner, comment dire, là-dedans. Ici, vous le voyez, là, on fait un plus haut, ici on vient prendre le plus haut, là, hein, d'accord. C'est peut-être ça qui nous dit, il y a peut-être un truc qui est en train de se passer. Si on voulait faire ça, il ne faudrait pas perdre le momentum ici, c'est-à-dire tenir, je dirais, la traîne, hein, pour le coup, donc ne pas perdre l'accumulation qui est dans ce sens-là, pas venir chercher les longues ici sur la zone des 3000. Sinon, globalement, on continue en fait dans cette espèce de correction en canal pendant encore un petit moment, et on peut continuer jusqu'à retest dès finalement 2009, voire peut-être un peu en dessous. Donc ce qu'on va voir, c'est une accélération, hein, sur Ether, et que pour le moment, on n'a pas. Le total 3, on va essayer de passer assez vite, histoire de faire une conclue assez fournie, hein, je pense que ça va être ça l'idée. Total 3, bah, c'est pareil, c'est sur traîne pour le moment. Attention parce que ça s'emballe pas non plus, maintenant on est dimanche, hein, encore une fois. Et on est sur trend accumulative là, hein, d'accord? On est sur la trend d'accumulation. La tendance, elle reste haussière sur la dominance des altcoins. Ça a l'air plutôt correctif. Maintenant, tant qu'on n'a pas pété la distribution qui est là, celle-ci, pas de retour aux 30% pas d'altcoin season, hein, avant qu'on ait éventuellement cassé la correction dans laquelle on est depuis désormais le 16 janvier. Une dizaine de jours qu'on corrige sur l'altcoin dominance. Avec quand même un fond qui est en tendance haussière, certes, un peu larvé, un peu correctif, un peu moumou pour le moment, mais avec ce 1 heure qui tient très bien, ce daily qui tient très bien, éventuellement ici une revisite des 23, je ne pense pas, personnellement je pense que ça va tenir et je pense que ça va faire un nouveau plus haut, voire peut-être même s'exciter un petit peu plus. Maintenant, je peux me tromper bien évidemment, mais je donnerai éventuellement une jolie semaine aux altcoins. Ce qu'on va regarder ici principalement, c'est est-ce que quel va être le calendrier économique déjà d'une certaine manière, et puis est-ce que Powell peut créer la surprise en baissant les taux, ce qui je pense ne va pas être le cas, mais on va quand même regarder si éventuellement ça peut être possible. Voilà pour la partie technique, on va directement sur la partie fondamentale. Encore un entrepreneur qui aurait été séquestré en crypto, près de 3. Et la réussite avait exigé 20 000 euros. Alors je le dis pour information, si un jour quelqu'un avait pour envie de me retrouver, je suis ceinture noire de Krav Maga, j'ai ma licence de tir sportif, donc je pense que ça serait pas une très bonne idée, j'ai le multisig, hein, bien sûr, donc voilà, je pense que ce serait pas une excellente idée que d'essayer de me visiter, au sens où ça serait peut-être plutôt moi que ces gens-là qui termineraient en tôle. Voilà, maintenant je passe le message, je pense pas que ça servira à grand chose, mais je préfère le dire quand même en amont. Ici, la vision de l'Union européenne par des gros investisseurs américains. Je trouve ça assez marrant. Et la pensée positive du jour, maintenant j'en mets une par jour, c'est plutôt sympa, ça égaye un peu nos timelines. J'en profite pour vous dire, pas hésiter à vous abonner, activer la cloche de notification, éventuellement venir nous rejoindre sur le Discord, dont le lien est en description de la vidéo. Vous avez également les liens d'affiliation Bluffin, Mexesi, BitGet, Qcoin, etc. Si vous avez envie d'ouvrir un compte sur un de ces exchanges, utilisez le lien de la chaîne. D'abord, ça vous reviendra moins cher au niveau des frais de trading, etc. Toutes ces choses-là. Mais en plus, tous les frais chez moi sont reversés à mécénat, chirurgie cardiaque, qui permet d'opérer des enfants ayant eu des problèmes de cœur dès la naissance, les faire venir en France grâce à Aviation Sans Frontières, les mettre en famille d'accueil le temps de l'opération, ensuite les intégrer à l'hôpital, les faire opérer grâce aux chirurgiens qui font un trait sur leurs honoraires, en tout cas une grande partie de ceux-ci. Les frais d'hôpital sont effectivement comblés, c'est ça que coûte l'opération, une douzaine de milliers d'euros, c'est vraiment pour le coup l'accueil à l'hôpital, hein, qui ne, pour le coup... ne peut pas être pris par la communauté, mais voilà, n'hésitez pas sur vos
si vous vous affiliez, encore une fois, ça fera une bonne action. Je pense qu'on va passer assez rapidement sur toute la news parce qu'il n'y en a pas énormément. Vite fait, on a Elon Musk du Dodge, donc Department of Government Efficiency, qui commence à dire que peut-être ils vont utiliser la blockchain pour augmenter la transparence des dépenses gouvernementales, à savoir que utiliser une blockchain pour dire on a dépensé tant dans tel truc, etc., peut amener les gens à se dire, ça va être gravé dans le marbre, maintenant, désormais, à chaque fois que vous ferez une dépense, vous aurez, je trouve que l'image ici, elle est quand même assez chouette, de Barnier, comment il regarde tous Elon Musk, c'était à l'inauguration de Notre-Dame, je crois, enfin, la cérémonie de réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Voilà, je trouve que c'est assez édifiant de comment tout le monde le regarde, comme si c'était à la fois Dieu le Père et à la fois le diable. L'idée est pas bête en soi, augmenter encore une fois cette idée d'avoir plus de transparence, et puis sur les grosses agences, effectivement que chacune de leurs dépenses soit gravée dans le marbre sur la blockchain peut effectivement donner quelque chose d'intéressant, et puis au niveau transparence, vous aurez en ligne chacune des dépenses, jusque même, je dirais, à la moindre agrafeuse, ce qui peut être éventuellement intéressant d'une année sur l'autre, vous allez avoir des gens en open source qui vont pouvoir aller voir en fait finalement cette fameuse efficiency. On parle beaucoup de fact-checker et on parle beaucoup de ce côté libertarien de finalement le marché peut s'ajuster à partir du moment où chacun a plus ou moins une vision politique des choses. Sous-entendu, vous allez potentiellement, si ces données sont littéralement publiques, avoir des gens qui vont dire non mais attendez, c'est normal que je sais pas, Pelosi dans son cabinet elle ait augmenté les dépenses par 4 par rapport à son prédécesseur au niveau des taxis par exemple, des chauffeurs, voilà, pour moi ça paraît tout à fait normal qu'on surveille ces gens-là. Ça paraît tout à fait normal qu'on leur dise non quand c'est pas possible, parce que c'est tout simplement des gens qui pèsent sur la communauté. Et en l'occurrence, ici, je trouve que la blockchain est un outil tout à fait correct pour effectivement, tout simplement marquer ce genre de choses. Sous-entendu, ça évite d'avoir à doubler les entrées. Si vous leur demandez de faire les choses, de payer par exemple avec leur carte ou que sais-je, ou voilà. Nous en France on leur donne du cash directement, comme ça au moins on est tranquille, on leur file du cash, au moins il n'y a rien de traçable et voilà, c'est bien, ils ont une enveloppe. Alors qu'on ne fait ça dans aucun boulot au monde, il faut le comprendre. Dans aucun boulot, vous avez ce fait de dire ok, on va vous donner une enveloppe de cash pour que vous puissiez avoir vos dépenses, tout simplement. Qu'est-ce que je disais là? Oui, donc voilà, je trouve que c'est plutôt logique, effectivement, d'utiliser la blockchain et ça évite 50 000 entrées. Finalement, vous mettez juste un tracker de ce qui se passe un petit peu et puis vous rajoutez pas du taf. Finalement, voilà, et toutes ces choses-là sont publiques. Ce qui est plus ou moins une très bonne chose. Trump token, record sur les DEX. On va passer là-dessus. Brian Armstrong qui dit que Coinbase a besoin de repenser son listing, la manière dont il a de lister les tokens. Je trouvais ça intéressant parce que il nous explique, Brian Armstrong, on a je sais pas combien de tokens qui sont créés déjà ne serait-ce que par jour en ce moment, surtout avec la folie des mêmes coins, un peu Solana, etc. Donc du coup, il va falloir qu'on réfléchisse un peu à des intelligences artificielles, des choses comme ça, etc. Parce qu'un humain en soi ne peut pas vraiment savoir ce qu'il faut lister, ne pas lister. Et puis là, il se fait backlasher finalement par Justin Sun, qui lui dit, c'est bizarre, vous avez mis 7 ans à lister Tron. Et au moment, il y a même des moments où vous nous avez demandé, apparemment, ça serait, il y a une petite guéguerre en ce moment entre Coinbase et Justin Sun, à la fois pour être dans les petits papiers de Trump, puisque Justin Sun a fait des gros dons, etc. Et Justin Sun n'est pas américain, donc il y a des petits conflits d'intérêts un petit peu, mais il a fait des gros dons pour la campagne de Trump, etc. et toutes ces choses-là. Et je crois même que il a fait des dons à World Liberty Trump machin, enfin le truc, la boîte crypto de Trump, WorldDeFi, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas grave, World Liberty Finance peut-être. Il y a un peu des conflits d'intérêts. Armstrong, il y a des conflits d'intérêts bien sûr, parce que c'est la plus grosse boîte américaine et extrêmement bien foutue avec BlackRock également. Auparavant également, une bonne partie des listings de Coinbase dépendaient un peu de Grayscale. Ils étaient au lit un petit peu ensemble. Grayscale était extrêmement bien backé avec Coinbase. Donc en général, quand Grayscale commençait à investir sur une monnaie, à investir sur une monnaie, oui c'est ça, dans le trust, dans le GBTC, enfin le Grayscale Trust,
On savait que ça allait être listé sur Coinbase assez rapidement, parce qu'il y avait un petit peu, les deux étaient un petit peu au pieu ensemble assez souvent. Et en ce moment, Tron, je crois qu'ils ont listé un des WBTC sur Tron, si je me trompe pas. Ils ont délisté, Coinbase. Donc voilà, en ce moment, ça chauffe un petit peu entre Armstrong et Justin Sun. Et Justin Sun nous dit, bah c'est marrant, vous m'avez demandé 330 millions de dollars pour lister Tron, il y aurait là-dedans 500 millions de tokens Tron, donc du coup, et qui valait 80 millions, et 250 millions de Bitcoin Deposit, c'est-à-dire vous m'obligiez à déposer 250 millions de Bitcoin pour pouvoir lister Tron. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Bon, bah apparemment, il y a des bonnes chances que ça soit vrai. Il est tout à fait normal que Armstrong s'en foute plein les fouilles. Encore une fois, c'est une boîte listée en bourse. Voilà, s'il y a des gros exchanges qui sont pas listés chez elle, et qu'elle leur demande de l'argent pour être listée, personnellement, j'y vois pas d'énormes inconvénients. Bon, voilà, chacun va à midi à sa porte un petit peu. Yes Economy, Solid Model, Setback, donc ici bon, on comprend que le marché s'attend plus ou moins quand même à ce que du côté des taux, ça reste à peu près au même endroit. Et puis ici Trump qui nous parle à nouveau de droit de douane. TikTok, on en parle ou pas? Ouais, vite fait, bon, c'est assez curieux TikTok. Aux États-Unis, c'est assez curieux parce qu'en fait, finalement, il y a toute une histoire, alors que TikTok, pour 60% de ses actions, appartient à des fonds de pension américains. Et ça, personne ne le sait, personne ne le dit, mais en fait, c'est déjà américain d'une certaine manière, TikTok. Ce dont on parle ici, c'est les derniers 20% qui sont normalement, théoriquement, la propriété du boss de TikTok, je me souviens plus de son nom, mais ça doit pouvoir se trouver. Ok, donc l'actionnaire principal s'appelle Zhang Yiming de ByteDance, donc du coup TikTok, la maison mère de TikTok, et effectivement 225 milliards de dollars de valo, avec effectivement 60% de la maison de verre qui est, tout simplement détenue par des investisseurs institutionnels, principalement américains, dont le gestionnaire d'actifs BlackRock. J'ai pas la structure de l'actionnariat exacte, mais globalement les fondateurs donc 20% des parts, et c'est ces 20% de parts là qui intéressent les Américains, notamment sur le sol américain. Est-ce que Elon Musk pourrait récupérer, peut-être qu'il va faire une offre. Est-ce que c'est d'autres boîtes qui vont peut-être récupérer cette histoire? Ce qui inquiète vraiment Washington, entre guillemets, c'est les données personnelles qui pourraient être transférées vers la Chine des utilisateurs. A priori, pas de risque, mais il y a déjà eu des fuites, visiblement. Et ici, on voit que le gouvernement des États-Unis et de la Commission européenne ont littéralement interdit le téléchargement de l'utilisation sur les appareils professionnels de leurs employés, mais surtout que, effectivement, il y avait... alors les Chinois sont pas d'accord bien sûr pour une vente forcée de TikTok. Trump est plutôt revenu un peu sur cette idée-là. Enfin voilà, d'une manière générale, ce qu'on voit de la part de Trump, c'est quand même, par rapport à tout ce qui avait été dit sur la Chine, un petit peu des retours en arrière, ou en tout cas il avait parlé de droit de douane de 60%, on sera plutôt vraisemblablement autour des 10%. Sur TikTok, on va dire qu'il a pas jeté de l'huile sur le feu en tout cas, et que vraisemblablement ça pourrait éventuellement se calmer un petit peu déjà tel quel. En tout cas, on va voir. Mais voilà, intéressant. Semaine prochaine, attention. Pourquoi? On a le FOMC mercredi soir, 19h, 19h30 avec la conférence. 19h, ce sera l'annonce des taux. Vraisemblablement, on va rester au 4,25 comme c'est déjà le cas. Jeudi, on aura le GDP, donc le PIB américain. Comment va l'économie? Pour le moment, on n'a pas cette news. C'est pas une première révision ou quoi que ce soit. C'est vraiment la toute première mouture de qu'est-ce qu'on a fait finalement sur 2024 au final, puisqu'on aura le chiffre final de 2024. Et le PCI vendredi. PCI, pas extrêmement intéressant, même si on a vu quand même certaines petites distorsions très légères entre ce que nous disait le PCI, qui est plutôt à 0,2 mensuel. 0,2 mensuel, vous comprenez que vous multipliez par 12. La Fed, oui, veut aller au 2%.
Si vous prenez 0,2 mensuel, vous le multipliez par 12, puisque un CPI annuel ou un PCI annuel, bah, c'est la somme des 12 mois précédents. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on efface un mois, et puis on rajoute le mois du moment, et puis ça vous donne le chiffre annuel, tout simplement. En l'occurrence, 0,2 annuel, vous comprenez que ça vous fait 2,4 à la fin de l'année, fois 12 mois, d'accord? Si jamais on reste tous les mois à 0,2, pour le moment, on a plutôt une inflation qui semble coller depuis un certain temps, en tout cas pour le CPI, au 0,3 mensuel, mais on a plutôt un PCI qui est au 0,2 mensuel. Donc le PCI reste l'outil préféré de la Fed. Maintenant, le headline CPI est quand même le goal, c'est-à-dire le goal ultime hein, pour la Fed, c'est de retourner aux 2% d'inflation CPI, headline CPI, d'accord, 2% headline CPI. On parle pas du corps, on parle pas du corps CPI, de quoi que ce soit, on parle bien sûr du headline CPI, donc le gros du gros. Ici, le précédent était plutôt avec une jolie diminution. Vous le voyez, en PCI Price Index, on était à 0,1 mensuel, le précédent, previous, d'accord. On n'a pas le consensus, on a le forecast par contre de nos amis de chez... Et pourquoi je regarde 31 Friday? Oui, c'est ça. Pardon, excusez-moi. Bizarre qu'on n'ait pas encore de consensus, tiens, sur Trading Economics. Curieux. Parce que c'est quand même la semaine prochaine, donc il y a peut-être un moment où il faudra peut-être en sortir. Mais le forecast, en tout cas, de Trading Economics, qui correspond à un consensus qui a été fait par les analystes de Trading Economics directement, nous donnerait plutôt 0,3, donc une augmentation. 0,1 en months over months, c'est excellent, ça vous fait 1,2 sur l'année, d'accord? C'était une très bonne nouvelle, ce PCI était plus ou moins une bonne nouvelle, d'accord? Donc on sera attentif bien évidemment à ça, et vous voyez que sur le corps, le consensus est donné à 0,2. Donc je serais étonné que, là, et pourtant on nous donne un forecast à 0,3, je serais assez étonné qu'on soit au-dessus de 0,2, bon, parce qu'en ce moment, tout ce qui n'est pas du corps est plutôt à la correction, à savoir le pétrole et la bouffe, mais bon, peut-être qu'on a eu une augmentation en décembre, on l'avait regardé un petit peu quand même sur les commodities, on n'était pas nécessairement dans une forme d'augmentation. Est-ce qu'on regarde ça ensemble? Ouais, on a le temps, on est bien, on est précis, on est forçu, on est bien. Les commodities, ici, sur le mois, on va se mettre en weekly. Est-ce qu'en décembre, elles ont poussé de ouf? Allez, on était par là au début décembre. Boum, 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 boum. Ouais, on a une petite poussée. Et en janvier aussi, pour le moment, la première quinzaine de janvier en tout cas, on a pas mal poussé. On a une petite poussée, c'était pas non plus incroyablement incroyable, mais il y a eu poussée. Si je prends le premier du mois, pardon. Pour aller au 30, j'y vois rien. Euh, 3,55, c'est pas mal. Effectivement, l'indice des commodités a augmenté sur le mois. Bon, on voit que en soi, si on fait une moyenne, hein, vous comprenez que là, ce qu'on regarde, c'est 30 jours glissés. Bon, globalement, on peut estimer que il a augmenté. Il a commencé le mois très haut, il a commencé le mois très bas, il a fini le mois très haut. Mais globalement, en moyenne, on peut estimer qu'il a pris la moitié, hein, d'accord? Donc 1,70, ce qui voudrait dire très légère remontation. Est-ce que pour autant, ça nous ferait un 0,1 mensuel supplémentaire? Bon, ça semble pas non plus être incroyablement haussier. À voir, voilà. Je dirais que plutôt on serait sur 0,2 pour moi. Comme ça, à vue de nez, hein, bien sûr, sur le consensus de ici, celui qui manque, d'accord? Ici, là. Months over months, PCI dans sa globalité. On a le corps, pour moi, on serait à 0,2 aussi sur le forecast qui lui est à 0,3 du côté de Trading Economics. Donc en gros, un PCI qui serait plutôt pas mauvais. Un peu dans la lignée du CPI, hein, qui n'était pas trop mauvais. Donc voilà pour le PCI, qui est un outil très utilisé par la Fed, donc il faut le suivre. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Le PIB, difficile à dire. Donc du coup, on va laisser la news sortir, mais globalement, ça serait important d'être dans les clous. Le consensus ici, quarter over quarter, on est sur du 2,7 au consensus.
et 2,5 en price. Ici, nous, on veut le growth, 2,7. Oui, bon, bah voilà, 2,7 de croissance sur l'année. Et ben, c'est ce qu'on va viser. Hein. Si on est au consensus, c'est bien. Si on est en dessous, vous comprenez que ça veut dire que l'économie ralentit, donc on va garder dans l'idée que les earnings seront moins bons, donc que les prix des stocks doivent baisser, puisque le bénéfice par action sera lui-même également moins bon. Donc être en dessous du consensus sur le PIB n'est pas une très bonne nouvelle. Ça enlève un petit peu de cette idée d'une économie américaine qui va bien. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est une forme de diminution, puisque vous voyez que le previous ici était à 3,1, donc quarter over quarter, on avance d'un trimestre, et là on a une diminution qui serait plutôt à 0,7. Le forecast est plutôt à 3% en ce qui concerne Trading Economics, et vous voyez ici previous à l'inverse en price, eh bien on aurait une augmentation. Ici nous ce qu'on veut c'est le growth, hein. Donc voilà, Corp ici, voilà. En gros, on veut être au consensus ou plus, ça serait quand même plutôt pas mal. Si l'économie va bien, je ne pense pas que le marché le prendra mal, au sens où Powell viendrait... Je pense que le marché vivra mieux le fait qu'on fasse un potentiel joli soft landing. En tout cas, c'est mon avis. C'est-à-dire que si le PCE est au-dessus du consensus, ce sera plutôt bien pris par le marché action et Bitcoin, crypto, plus que cette idée de ah merde, l'économie va très bien, donc Powell va pouvoir garder les taux très hauts pendant très longtemps. Sur le GDP, en tout cas, je le vois comme ça. Sur le marché du travail, j'ai une vision un peu différente. C'est-à-dire si le marché du travail se retend et va très bien, pour moi, c'est plutôt une mauvaise nouvelle de ce côté-là. Mais par contre, sur le PIB, je trouve que ce serait mieux d'avoir la lecture, celle que je vous donne là à l'instant. On a parlé de ça, on a parlé de ça, on a parlé de ça, et il y a un autre truc dont je voulais parler, qui est dans le calendrier économique aussi, bien sûr, ce sont les earnings. Earnings cette semaine, on va commencer à avoir du lourd qui va publier ses résultats du trimestre, du dernier quarter pour 2024, notamment en l'occurrence, je pense que c'est mercredi, oui, où on aura Microsoft, Meta et Tesla, ainsi que ASML, qui sont des importantes, bien sûr, des sociétés très importantes, IBM également. Donc ça, ce sera pour mercredi 29, mercredi qui arrive. Vous aurez Apple et Amazon qui vont diffuser jeudi, je pense que c'est à la clôture, en général ça se passe post-market. Vendredi, on est plutôt sur du pétrolier, donc pas grand chose pour nous. Et derrière, je crois que la semaine suivante, il y a des gros aussi, je me demande s'il n'y a pas Google. Il n'y a pas eu Alphabet, hein, là. Non, on l'a pas fait. Non. Donc Alphabet et la semaine suivante, et encore la semaine d'après, si je ne me trompe pas, il y aura Nvidia. D'accord. Donc là, tout le courant du mois de février, il va y avoir du gros earnings qui va sortir et qui vont nous dire un petit peu où est-ce qu'en sont les entreprises américaines vis-à-vis de leurs ventes, vis-à-vis de pareil, la santé de l'économie, comment tout ça a fonctionné, sachant que tout est tracté par les gros en ce moment quand même. Hein, on va dire, je dirais que c'est 40% du S&P qui est fait par 7 entreprises. Donc 40% des 500 plus grosses capitalisations américaines se concentrent sur cette entreprise en termes de valo. Donc bien évidemment, quand elles publient leurs earnings, l'indice du S&P n'en est que plus fortement impacté, vous l'aurez compris. Donc, semaine prochaine, PIB américain. Grosse news sur l'inflation avec le PCE, qui pour moi devrait être pas trop mauvaise, voilà, je le vois comme ça en tout cas. Le GDP, j'en ai aucune idée. Voilà, c'est vraiment au nez, hein, là, pour le coup. Et là, pour le coup, je sens rien. Et puis, je me souviens plus, les earnings, évidemment, on en a parlé aussi. Et le FOMC, évidemment, hein, qui va nous dire ici pas mal de choses. Dans le FOMC, étant donné qu'on peut partir de l'idée que le marché est quand même en train de pricer le fait que Powell ne bougera pas sur celui-là, et que c'est vraisemblablement ce qui va se passer, parce qu'en général, Powell fait exactement ce que le marché veut. En tout cas, il prend pas trop de risques en ce moment. Donc, s'il bouge pas et qu'il reste dans les niveaux qui sont actuels, ça devrait bien se passer, sauf à dire que, un petit peu comme il avait fait la dernière fois, ils nous sortent un
un discours qui soit pas sympa. La dernière fois, il a fait un discours, il a dit, bon, bah les gars, maintenant c'était simple, vous croyez qu'on allait faire du rate cut dans tous les sens, qu'on allait être dovish, etc. et tout. Non, on n'est pas content, on est à 3% d'inflation, ça reste super sticky, on en a plein le derche, on veut vraiment ici couper l'herbe sous le pied, et donc on va rester à des taux très hauts, très importants. Donc tout ce que je vous avais dit il y a 3 mois, 2 mois, etc., où vous avez mis des petits points sur un graphique et je vous avais dit que tout irait bien, et que courant 2025 déjà on aurait pas mal de coupes de taux, vous le prenez, vous torchez avec, et on va recommencer un peu toute l'histoire en disant, je crois que c'est un rate cut sur 2025 il me semble, ou un truc comme ça, peut-être 2, je me souviens plus exactement, vous m'en voudrez pas, j'ai pas là ici le chiffre exact, mais en gros voilà, Powell nous a dit, bah, vous pensiez qu'on allait diminuer à tel rythme, ce qui était déjà assez lent, ben on va diminuer encore plus lentement, et donc du coup vous devrez vous y faire. Donc il avait dit on touche pas, il avait dit on touche, donc on ne baisse pas, et là c'est pour ça que le marché est probablement en train de pricer le fait qu'effectivement il ne baissera pas non plus. Je rappelle qu'il est sous pression par Trump, parce que Trump lui dit maintenant il faut que tu baisses mon coco. Il va falloir que tu baisses franco, il va falloir que tu ailles franco sur la baisse, parce que moi j'ai envie d'une économie qui dégueule de bénéfices et qui dégueule d'argent gratuit et qui dégueule de productivité. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir faire du drill baby drill, c'est-à-dire que ce qu'on veut c'est littéralement un plan d'investissement sur l'énergétique qui soit totalement salutaire, et en l'occurrence Powell a son mandat, il doit faire lui ses propres choses, donc du coup bien évidemment, ça joue. Les stocks européens de granola, je regardais cette pub là, qu'est-ce que ça veut dire cette histoire ? Une perspective de durabilité. Je sais pas ce que c'est que cette pub, mais voilà, franchement, on touche le fond, je pense. Ne mangez pas ces merdes, ne buvez pas de soda, voilà. Faites-vous une bonne alimentation, vous êtes ce que vous mangez. Alors, liquidité, donc le troisième point, hein, vous comprenez ici, on est assis sur un tabouret qui a 3 pieds quand on fait une analyse de marché. La première, c'est l'analyse technique, la structure, comment se compose le prix, comment il bouge. La deuxième, c'est l'analyse fondamentale, quelles sont les news, voilà, le contexte macro, qu'est-ce qu'il y a tout autour, dans quoi je m'inscris finalement. Et puis la troisième, c'est le sentiment, la liquidité. Certains pourront aller voir le Fear and Greed, moi personnellement je m'en tape le cul par terre parce que je trouve que c'est un indice qui est complètement foireux. Maintenant, ceux qui veulent aller le voir et qui trouvent que ça marche, ben allez-y. Moi, j'ai vraiment pas ici vocation à dire c'est ça qui marche, c'est ça qui marche, c'est ça qui marche. Moi, j'ai vocation à dire voilà comment je fais. Si ça vous plaît, ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, ça vous plaît pas. D'ailleurs, en fin de vidéo, vous allez avoir une playlist de 6 vidéos qui vous expliqueront comment je fais, qui vous expliqueront mon risk management, qui vous expliqueront toutes ces choses-là. Tout ça est complètement gratuit. Ça me fait vraiment plaisir. Il y a un moment où je voulais... bon, on va pas épiloguer, mais ça me fait plaisir. C'est cadeau. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez que c'est plus ou moins cohérent tout ce que je vous raconte, ben n'hésitez pas bien sûr à taper dedans. Donc on regarde la liquidité là, ce qu'on peut voir d'une certaine manière, c'est qu'on est dimanche, donc on n'a fait que 115 millions, ce qui est à peu près une journée vraiment faible en ce moment. On a fait à peu près la même chose en long et en short, donc bon, le prix en même temps a rangé depuis 24 heures. Globalement, hein, je pense qu'on peut dire ça, 24 janvier, depuis hier, oui voilà, il a légèrement descendu, on était à 106 et depuis, il est complètement bloqué entre 104 et 105 000 et quelques. Là où c'est intéressant, c'est que le Trump a pris plus de... Donc je pense qu'il y a eu une price action sur le Trump plus importante que sur tout le reste, puisque c'est lui qui a liquidé le plus. Ethereum est très légèrement devant. Et Ether liquide plus que Bitcoin, et Bitcoin plus Ether égale seulement 20 millions, ce qui correspond à peine à 20% de la totalité du rect. Ça, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités sur les Memcoin, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités sur les alt, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle en week-end, parce que ça veut dire que les particuliers sont probablement en train de s'exciter en longue sur les alt. Là, on voit qu'elles ont quand même plutôt liquidé du short. Voilà, personnellement, en tout cas, c'est plutôt le genre de truc où, en général, on se dit, bon, si par exemple je devais acheter des alts, j'attendrai la fin du week-end, parce que on va peut-être devoir mettre un petit peu tout ce petit monde-là sous l'eau. Et donc du coup voilà, en fin de week-end, ambiance dimanche soir, fin de soirée, c'est parfois plus intéressant. Maintenant, parfois ça ne se fait pas comme ça, c'est pas toujours comme ça que ça se met en place, mais en général, voilà, le vieux briscard attend plus ou moins le dimanche fin de soirée pour, si en tout cas il voit ce genre de structure se mettre en place, à savoir beaucoup de longues sur les alts et beaucoup de liquidations sur les altcoins.
Le carnet d'ordre, on est au milieu de rien, en tout cas entre 102 et 106, il n'y a pas grand chose à l'achat ni à la vente. Et on en a déjà parlé hier, mais en gros, les gros ordres se trouvent plutôt sur la zone des 99 à 102 et sur la zone des 107 à 110 à la vente. D'accord? Ça correspond pas mal aussi aux boîtes de liquidité qu'on peut avoir sur le prix. Et c'est tout à fait normal. Pourquoi c'est tout à fait normal? Bah déjà, si vous voulez défendre une boîte de liquidité, vous allez la défendre au spot, ça c'est une première chose. Deuxième chose, les market makers essayent en général de ne pas avoir un spread non plus trop important entre ce qui se passe sur les dérivés et ce qui se passe sur le spot. Ça fait partie du job. D'accord? Donc c'est pour ça aussi que parfois les ordres matchent très bien avec les boîtes de liquidité. Donc il n'y a pas, bien sûr, il y a une cohérence entre ce que nous dit le spot et ce que nous disent les dérivés. Toujours sur les dérivés. Et les marchés en levier, on se balade en crabe là, donc il n'y a pas grand chose qui a été pris. Ce qu'on peut voir, c'est une forte augmentation du funding ici sur ce mouvement-là qui était plutôt vers le haut. Donc soit on a liquidé énormément de longues, mais on ne le voit pas forcément sur l'open interest, le nombre de contrats en circulation. On voit effectivement un petit dip ici, ce qui pourrait être un petit peu le cas. Mais là, voilà, il y avait du short qui était rentré fort et qui a été liquidé. Donc ça, c'est suffisamment intéressant pour qu'on le note. Derrière, j'ai un prix qui augmente, un funding qui diminue. Ça veut dire que j'ai du short. J'avais du short également. Globalement, j'aurais dû le mettre là, si je devais le mettre. Pour moi, il est liquidé puisqu'on est venu le chercher depuis. Donc, ça n'a aucun intérêt de le mettre. Et puis, derrière, j'ai une structure qui se balade en crabe, un funding qui se balade en crabe. Légère augmentation de l'open interest. Ça veut dire qu'il y a un petit peu de long là-dessous. Donc, on peut éventuellement passer ça en 2 pixels. Mais globalement, on est dimanche, quoi, en fait, tout simplement. Donc, assez probable qu'on vienne faire un tour sous 104 100. Un peu moins qu'on vienne sous les 102, mais vous comprenez qu'il y a des ordres à l'achat, donc ça sera difficile de la traverser, parce qu'il y a des ordres à l'achat ici, en tout cas depuis 102. C'est plutôt entre 99 et 102 d'ailleurs, que sont les ordres d'ailleurs. Et puis, je trouve qu'ici, ça fait 3 fois qu'on touche. Ça serait cohérent d'y aller aussi. Donc personnellement, c'est un peu ce que je vous disais en début de vidéo, mais je serais pas étonné que dans les prochaines 24 heures, voire 48, avant le FOMC, on ait nettoyé ça dessous et on ait nettoyé ça au-dessus. C'est-à-dire qu'on ait pris 102 et 107 dans le même temps. Où est-ce qu'on va en premier? C'est un petit peu la question qu'on peut se poser, bien évidemment. Où est-ce qu'est la liquidité la plus fraîche? Ça, c'est la première chose. Personnellement, je trouve qu'il y en a pas mal là, donc je dirais plutôt comme ça et comme ça. Mais j'ai pas la vraie certitude. Voilà, comme ça, à vue de nez, on pourrait éventuellement se dire, ce qui est frais là, c'est juste en dessous de cette structure-là. Avec la montée, elle larve, on n'a pas l'impression qu'elle va y aller, quoi. Donc du coup, il y aurait peut-être ici plutôt correction. Maintenant, je peux me tromper, bien évidemment. Et d'ailleurs, je me trompe parfois. Je me trompe avec grand plaisir. Puisque de toute façon tout cela est encore une fois mesuré. Alors je regardais du coup les alts, on a pas mal nettoyé quand même ici, 12 heures, vous voyez que c'était bien vert là, il y a quand même des alts qui sont très très verts, ce qui veut dire vert égale intéressant, égale peu de longue, vous comprenez. Donc on s'est un petit peu chargé dans le jaune, attention à ça. C'est-à-dire, ici vous comprenez qu'on est sur le long global, le pourcentage d'account qui long ou qui short. Plus c'est jaune, plus ça long, plus c'est vert, moins ça long. Peu de monde, on est dimanche encore une fois, désolé, mais il n'y a pas... Voilà. On a bien liquidé un petit peu toute la poche de liquidité qui se trouvait en haut ici. Il y a eu rejet par les 107. Derrière, on s'est repris. Il n'y a pas grand monde en short au-dessus. C'est ce que je vous disais. Voilà, il y avait peut-être un petit peu de short ici, mais ils ont été pris. C'est un peu... Ça correspond un petit peu à mon analyse quand on regardait le funding. Et puis, liquidité 7 jours, on a cette jolie boîte ici de 107 à 110 et toujours cette jolie boîte, je dirais juste en dessous des 100, il y a un joli point chaud éventuellement à venir prendre. Question étant, qu'est-ce que je fais en premier? C'est bien évidemment ici quelque chose sur lequel il va falloir statuer, mais sur lequel, pour le moment, on n'a pas forcément la main sûre. C'est pareil, c'est le week-end sur Ethereum, il y en a un peu au-dessus, un peu au-dessous, difficile à dire, vraiment. Et pour le coup, sur la 7 jours sur Ether, très belle boîte à 3166 et très belle boîte à 3454.
3454 qui s'était quand même déjà pas mal défendu une fois. Vous voyez qu'on était venu ici, on va dire moucher un petit peu, hein, puisqu'il y a cette couleur un petit peu morve là. On était venu moucher un petit peu ce qui se passait là dans ces eaux-là. Je trouve que là, 2250 commence à être un peu sexy en termes de liquidité à prendre et de fraîcheur, hein, vous voyez ici. Et c'est un peu pareil sur Bitcoin, je vais vous le montrer après. Et que finalement, une raquette dans les deux sens juste avant le FOMC. Pareil, sur Ether, ça serait pas dégueulasse, d'accord. Petit coup d'essuie-glace, quoi, hein, d'accord. Et ici, c'est un peu pareil, je trouve que ça commence à prendre un petit peu en liquidité intermédiaire. Maintenant, sur Bitcoin, je trouve que c'est un peu moins que sur Ethereum, mais il y a un petit truc à 103, en tout cas, je trouve. Allez, on va sur le prix. On fait la conclue de cette fabuleuse vidéo, s'il en est. Excusez-moi, du coup, c'est dimanche, hein, il n'y a pas beaucoup de choses à dire, pas beaucoup de choses à faire. Grosso modo, bah, j'avais cette boîte de liquidité ici, là, dans laquelle j'avais pas grand chose, qui commence à se charger un peu sur 103. Donc on va dire que, allez, pour être vraiment dans le truc, alors on va se mettre un petit truc comme ça, et puis on va se mettre ici une petite boîte de liquidité comme ça, à 103. D'accord, il y a un petit truc intermédiaire qui est en train de se faire, c'est pas foufou, c'est-à-dire qu'en termes d'opacité, il n'y en a pas énormément, c'est un petit truc comme ça, tranquille, mais il est là. Donc en soi, la question qu'on se pose là, c'est je fais quoi? Je fais quoi? Le contexte est excellent, encore une fois, réserve stratégique, etc. Toutes ces choses-là. Cette boîte de liquidité, elle est quasi vide, mais celle-ci existe, d'accord? Donc je dirais qu'en fin de week-end, revenir faire un petit tour sous cette structure-là, personnellement, je ne trouverais pas ça choquant du tout. Sous-entendu, venir bouffer celle-ci qui est plutôt fraîche, et venir faire un petit tour sur le support ici des 102 500. La question c'est qu'est-ce qu'on fait après? Est-ce qu'on perd cet AQ, c'est-à-dire qu'on va vraiment chercher 99 tout de suite, ou on rebondit sur l'AQ et on va plutôt chercher 110? C'est la grosse question du moment. Quel est le critère graphique sur lequel je peux m'aider pour éventuellement me dire qu'on va dans un sens ou dans l'autre? Bah, si je prends le 15 minutes qui est là, il est un peu loin, je trouve. Enfin, en tout cas, voilà, on aura déjà perdu énormément de temps. On va dire qu'en intraday, ça ne nous aurait pas beaucoup aidé. Quelle est donc du coup la temporalité où je peux dire que la prise de liquidité ici ne va se faire que jusque là et se reprendre? Sous-entendu, je veux une mèche là-dessous, d'accord? Ce que je veux, c'est une mèche là. Ici, j'avais un petit rush de week-end. Ce que je veux, c'est une petite mèche de liquidité qui vienne éventuellement prendre ça. Fin de week-end, bim bam boum, et je me reprends, d'accord? Donc je reviens casser ça. Donc vous comprenez que ce qu'on va étudier maintenant, c'est quoi? C'est le range du week-end. Qu'est-ce qu'on va aller faire quand on va étudier le range du week-end? Ben, on va lui donner une forme de temporalité. Ici, dans le 15 minutes, je trouve qu'on est déjà pas mal pour regarder ce qui est en haut. On va voir si regarder ce qui est en bas. Là, on cherche un critère d'aide à la décision, hein, un truc qui nous dit, hey, mon scénario que j'avais senti ici un petit peu en X minutes, eh ben, j'estime qu'il va peut-être se réaliser si on fait ça. Ici, donc, il y a ce 15 minutes qui, je trouve, en haut, a vraiment du sens dans sa time frame. Sous-entendu, bah, je fais une clôture au-dessus du 15 minutes. On peut se dire, bah, je sors de ce range, et pas juste sur une prise de liquidité, il y a du vrai achat au spot, etc. Donc cette boîte de liquidité, je l'oublie. Pour le moment, elle ne grossira pas déjà d'une certaine manière, parce qu'en plus, derrière la liquidité, vous comprenez qu'au plus on augmente le prix, au plus elle augmente également. Mais en plus, il y a des bonnes chances qu'on ne vienne pas la chercher, puisque désormais, c'est ça qui était une résistance, peut éventuellement, en tout cas au moins dans sa TF 15 minutes, se transformer en support. Ça, ce serait la première chose. Voilà, ici, je trouve que le 15 minutes est cohérent. Parce qu'on a beaucoup de touchettes et on n'a pas de hard closing, d'accord? Et vous voyez qu'ici qu'on a vraiment bien toutes les touchettes comme il faut. Enfin, je trouve en tout cas que c'est hyper cohérent. On aurait pu essayer de trouver un truc un peu plus bas, mais c'est pas la peine. Ça me paraît hyper cohérent. Quand est-ce qu'on dit que ce niveau a cassé? Quand en 15 minutes, j'ai une ouverture et une clôture au-delà de ce niveau. Là, ça veut dire, ok, en 15 minutes, je suis sur plus d'une mèche, je suis sur plus que ce qui s'est passé là. D'ailleurs, on prend aussi en compte que, bien sûr, à un moment donné, dans cette structure-là, c'est pas le tout ici de regarder juste combien de fois ça touche, c'est aussi de se dire, ah, il y a eu un nettoyage quand même déjà. Il y a déjà eu quelque chose de nettoyé au-dessus de ce niveau, d'accord? Donc pour éventuellement recharger et aller encore une fois au-dessus, il va falloir une belle demande. Ce qui donne, je trouve, encore plus de cohérence à ce niveau 15, d'accord? Après, derrière, si je veux chercher un truc en bas, je trouve qu'en 15 minutes, c'est pas extrêmement cohérent. Vous voyez qu'ici, du coup, si je vous plaçais un 15 minutes, il serait globalement là, en tout cas, si on voulait chercher des touchettes. Et vous voyez que là, il n'y a aucun intérêt à le faire. Il y a peut-être un intérêt à le faire depuis ici. Là, je suis OK. C'est-à-dire, mec qui dit, bon, OK, pour le moment, depuis samedi, 15h,
Il n'y a aucune bougie qui est hard closé ce niveau en 15 minutes. Je ne sais pas si on est sur le niveau le plus bas possible pour éventuellement remonter voilà, un tout petit peu. Les 104 576 n'ont jamais été hard closés en 15 minutes. Personnellement, moi j'aimerais bien retrouver un niveau qui marche pour toute la structure. Donc c'est ce qu'on va essayer de chercher et de voir si c'est cohérent. Donc déjà on va sur le 1 heure. 1 heure non, vous voyez que ça serait pas propre de le faire. Du coup on va sur le 4 heures. Et si jamais c'est plus que 4 heures, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt du coup à aller le marquer. Oui, on a ce 4 heures là qui correspond à peu près finalement aux 15 minutes précédentes, d'accord? Donc ici, paf, 4 heures. Et à partir de là, hop, à partir de là, qu'est-ce que je dis? Je dis que bah, si jamais on vient bouffer cette boîte de liquidité là, il va falloir qu'on le fasse en moins de 4 heures. Ça va être un peu ça mon critère d'aide à la décision pour me dire que cette accumulation ici va tenir, qu'on aura juste une jolie mèche qui nous fera un passage sous la structure ambiancé un peu comme ça, hein, d'accord? Ce qu'on veut voir en 4 heures, c'est typiquement ce genre de truc. C'est-à-dire, j'ouvre ma bougie au-dessus du niveau, admettons par ici, par exemple. Je fais un push vers le bas, pardon, très mal dessiné. Je fais un push vers le bas, d'accord, comme ça. Hop. Je me reprends. Et finalement, mon corps de bougie se retrouve à ne pas hard closer, d'accord? Ici, vous voyez que ça correspond en gros, plus ou moins, à quelque chose qui n'est pas hard closé. J'ai ouvert juste au-dessus, j'ai pris la liquidité, je me suis pas mal repris. Et que sur la bougie suivante, donc on est une jolie mèche un peu dans cet esprit-là, notamment ça, c'est très haussier, hein, bien sûr, un genre de hammer. Et après, dans sa TF, que la suivante réintègre totalement le niveau et qu'elle vous donne un truc qui soit effectivement au-dessus. Une englobante, typiquement par exemple comme ça, une englobante c'est une bougie d'avalement, et ou autre chose, et ou voir une cassure du 15 minutes supérieur. Là vous avez votre info, comme quoi on vous dit, bah, voilà, pour moi, j'ai bouffé de la liquidité là-dedans, il faut forcément que ça ait une forme d'intérêt. Ça veut dire que les costards cravates ont très bien défendu la zone. Ils sont venus prendre les liquidations des longues, donc jouer du long, hein, puisque dans une liquidation longue, il y a un acheteur en face. Si jamais on fait une mèche comme ça vous donne l'information qu'il y a un acheteur en face. Donc ça veut dire que la boîte de liquidité, elle est plébiscitée par les costards cravates, d'accord? Et derrière, s'il y a une volonté d'accumuler du contrat sur cette zone, bah, il y a forcément une volonté de venir le vendre dans celle-là. Donc là, vous avez vraiment ce truc de vous dire, enfin, sous-entendu, après c'est possible hein, que ça soit le cas, mais en général, vous verrez assez peu souvent les costards cravates accumuler une liquidité intermédiaire sans vouloir la vendre quelque part avant d'aller recharger ailleurs, d'accord? Donc c'est pour ça que ça serait le scénario que j'aurais tendance à le plus privilégier. Sous-entendu, si je prends cette liquidité intermédiaire mais que je ne clôture pas le 4 heures qui est ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je vais venir me balader pour aller vendre dans ce... C'est de la psychologie, hein. Vous comprenez ici que je prends des indicateurs... Je vous éclate les oreilles si je fais ça ou pas? Non, hein. Dites-moi en commentaire si ça vous éclate les oreilles ou si ça va, c'est correct. Je prends la liquidité intermédiaire pour venir vendre quelque part, sinon ça n'a pas d'intérêt. J'aurais pas vraiment d'intérêt à venir défendre ce niveau pour ensuite qu'on vienne voir celui-là. C'est possible et ça arrive parfois. Et comment ça s'appelle? Bah, ça s'appelle tout simplement se planter du thé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une certaine manière... Oui, vous comprenez que cette boîte-là, elle n'est pas exceptionnelle. Hein. Il n'y a pas énormément de choses dedans non plus. Mais si jamais... Ça fait beaucoup de traits à effacer. Si jamais je prends que cette boîte de liquidité, je pourrais éventuellement à ce moment-là venir vendre dans une boîte de liquidité qui pour le moment n'existe pas, mais que vous voyez, on est en train de mettre en place au-dessus de ce niveau. Là, il y a du short. Hein. Vous comprenez que pour l'instant, c'est pas tout à fait visible sur iBlock, mais il va y avoir petit à petit des choses au fur et à mesure qu'on fait cette latéralisation qui seront éventuellement à vendre dans cette zone-là. Donc si je me plante en faisant... Bah ouais, moi je trouve que c'est cool d'acheter là si je vois ma mèche et de me dire bah, qu'on va aller revendre là-dedans. La seule manière que j'ai de me planter, c'est de me planter du thé, c'est-à-dire de dire que en fait, ceux qui avaient joué cette UT là sont à la revente dans celle-là. En face, il y a la contrepartie, d'accord? Et on peut en revendre suffisamment. Et que finalement, par effet miroir, c'est plutôt cette boîte-là qui sera achetée, donc peut-être même la totalité jusqu'au 95, hein, pourquoi pas, toute la boîte, et qui sera revendue entre 107 et 110. Pour le moment, voilà, on est soit on se plante du thé, soit on est tout à fait dans le vrai. Donc mon scénario privilégié, moi, pour ma part, ça serait de tenir le 4 heures dont je vous parlais, c'est-à-dire tout ce que je vous ai montré jusque-là, hein, il y a quand même un minimum de sens ici dans ce que j'essaye de vous montrer didactiquement, sous-entendu, c'est mon scénario privilégié. Petit à petit, on a créé cette petite boîte à 103 de fin de week-end, qui je trouve serait
cohérente pour un retour ici sur cette petite trend qui est là. Derrière, je verrai bien le truc venir bouffer 110. J'irai mourir en tout cas sur ce 4 heures là et venir prendre une partie de cette boîte. Je ne sais pas exactement combien. Et puis derrière, je verrai bien le truc. C'était un peu le scénario qu'on évoquait hier, mais finalement nous donner cette jolie flat. Et c'est aussi le scénario quand on a commencé à voir ce triangle se dessiner. Alors c'est un truc de vieux roublard, hein, c'est vraiment ici au nez, hein, et c'est vraiment à l'expérience, mais de voir quand on voit ce genre de choses se dessiner, souvent de dire bon, un triangle en haut de quelque chose sur BTC, soit c'est une impulsion de ouf, et à ce moment-là, c'était la correction, votre triangle c'était la correction, ce qu'on peut éventuellement penser, c'est-à-dire sous-entendu on va faire une impulsion à 120, ce qui est possible. Soit c'est un range en devenir, d'accord. Et plus souvent, en tout cas, j'ai l'impression, moi, que quand j'ai joué des triangles comme étant une impulsion à venir, c'était plus ou moins une erreur et que je me suis finalement retrouvé avec un range après. Sans que ce soit nécessairement un problème non plus. Hein. Encore une fois, on fait en fonction avec des tailles de position qui sont relativement bien pensées. Et donc, du coup, à aucun moment, on ne met en danger son capital de trading. Hein, on est bien d'accord là-dessus. Et si vous ne comprenez pas ce que je dis, vous ne comprenez pas cette idée de mettre en danger son capital de trading, ce genre de choses, de trader trop fort, trop violemment, de mettre en géopardie sur un concept, une idée, trop violemment son capital de trading, donc le mettre en danger, hein, encore une fois. Si vous ne comprenez pas ce que je dis là, c'est très grave. Ça veut dire qu'il ne faut pas que vous tradiez. Ça veut dire que, d'une certaine manière, la meilleure chose que vous ayez à faire, c'est peut-être même de vous reformer littéralement totalement sur ce marché, de ne rien toucher pendant un certain temps, apprendre le risk management et ensuite revenir éventuellement apprendre la T, apprendre toutes ces choses-là. Voilà, l'utilisation ici ça correspondrait un petit peu, on va dire, comme si on vous disait que en sport, pour apprendre le bateau, on va te mettre en solo sur la route du Rhum. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt. Vous n'allez pas apprendre grand-chose et puis vous allez crever. Donc ça n'a pas d'intérêt. Voilà l'idée. Globalement, les deux scénarios ici qui se défendent, enfin je trouve, hein, en tout cas, c'est ce que je vous ai dit, c'est-à-dire impulsion, correction triangle, impulsion supplémentaire, ou alors top en diamant, correction je dirais à minima sur trend ici au 95, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé, et on repousse, ou alors la fameuse flat dont je vous avais parlé, qui de plus en plus pour moi est mon scénario privilégié. Je commence de plus en plus à penser que on n'aura peut-être pas besoin, parce que cette liquidité elle est de moins en moins fraîche. Je parle de la zone 98 à 95 qui est un petit peu chargée certes en liquidité, mais je trouve que cette zone est de moins en moins fraîche. Je trouve que la zone qui commence à présenter désormais plus d'intérêt, étant donné qu'on a latéralisé un peu là sur ce moment-là, et plutôt 99,5 quoi. Voilà, que en gros ce 1 heure pourrait tenir si on y va. Pourrait tenir. Vous comprenez ici toute l'utilisation du conditionnel. Et critères d'aide à la décision graphique pour voir un petit peu où on en est, hein, dans l'idée, en fin de week-end. Est-ce qu'on fait un épisode très vendeur ou alors juste un petit peu une petite prise de liquidité sur cette petite box, hein, encore une fois, qui pour moi est très fraîche et pour moi représente de l'intérêt. Et bah ce petit 1 heure et ce petit 4 heures, pardon, et ce petit 15 minutes, les deux en même temps. Et si on fait boum boum, bah là ça veut dire que ok, on peut viser 110 sans trop de problèmes. Attention au rejet sur 110. Et puis peut-être même qu'on aura pour le coup cette même idée d'un triangle et d'une continuation tout de suite, voilà, sur la zone des 120. Hein. Encore une fois, 130 même maintenant, si on commence à parler de target, ça commence petit à petit à augmenter, puisqu'au plus on se décale, et bien au plus il y a des zones qui sont intéressantes. Et grosso modo, à ce moment-là, on va essayer de rester précis sur comment on la place, mais si on devait aligner tous les tops, voilà, on va essayer de la placer proprement, d'avoir un max de touches. Allez, comme ça, c'est pas mal. Ben voilà, peut-être qu'au 31 janvier, on serait à 130 000 $, c'est-à-dire dans 5 jours. Ça sous-entend que vous avez un très bon FOMC, un très bon GDP. Donc quand j'entends un bon FOMC, bien sûr, ça, je pense qu'on peut l'enlever, puisqu'on l'a touché. Un très bon, quand je parle d'un bon FOMC, je parle bien sûr du discours de Powell, qui serait gentil.
Je parle d'un très bon GDP, c'est-à-dire éventuellement d'être au consensus, si on regarde, d'avoir des beaux earnings sur ce qui va sortir au moins la semaine prochaine, puisqu'on parle du 31 janvier là. Meta, je me rappelle plus tous ceux que je vous ai dit, mais voilà, tous ceux dont on a parlé. Apple et compagnie, et puis je crois, de pas dire de conneries en disant que c'est vraiment plutôt vers le 25-26 février qu'on aura du Nvidia qui va publier. Nvidia, ça va vous donner quand même pas mal d'infos sur l'intelligence artificielle en crypto, comment se porte le marché de l'intelligence artificielle. Voilà, comme vous le voyez, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Moi, j'aime bien le dimanche, voilà, prendre un peu le temps aussi de faire, entre guillemets, plus du tuto, encore une fois. Et c'était déjà un petit peu un truc que j'avais développé pendant une 10-15 minutes hier, qui était de dire comment j'utilise une time frame inférieure pour savoir ce qui va se passer dans la time frame supérieure. Ou en tout cas, élaborer un scénario qui a du sens par rapport à là où on peut aller en termes de liquidité, quelles sont les news, quel est le sentiment, où est la liquidité et quelle est la structure, d'accord? Tout ça doit se mettre ensemble et encore une fois, vous faire une bonne analyse de marché pour être bien assis sur un bon tabouret où il y a bien 3 pieds. Si vous n'avez que 2 pieds, vous allez vous casser la gueule par moment. Si vous avez les 3 pieds, vous allez vous casser la gueule par moment, bien sûr. Et les 3 pieds sont rarement dans le même sens pour un trade, hein. Je dirais qu'il vous en faut au moins 2 sur 3, à savoir liquidité, structure ou autre. Et que souvent, le troisième s'aligne au moment où vous allez tomber, il se met juste en dessous. Et là, vous êtes, ok, c'est bon. Mais si vous partez juste avec un pied pour une analyse, sous-entendu un trade, si vous partez juste avec un pied du marché, sous-entendu que de la T par exemple, sans aller regarder, que de l'analyse technique sans aller regarder la liquidité, ou que de l'analyse technique sans regarder le fondamental mais avec de la liquidité, ou enfin vous comprenez ici, il vous manquera toujours un petit quelque chose. Et après le reste se fait tout simplement avec le naso. D'accord. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Quelle va être la question du jour? Alors, imaginons... c'est vraiment une question à la con, hein, mais c'est le principe. Imaginons que vous avez le droit d'acheter ou d'avoir gratuitement une machine de musculation. Quelle serait-elle? Est-ce que ce serait plutôt voilà, du développé couché, des poids? Est-ce que ce serait plutôt un tapis de course? Est-ce que ce serait plutôt un elliptique? Est-ce que ça serait plutôt l'espèce de vélo avec la télé là, où vous faites du cardio dessus? Est-ce que ça serait plutôt, je sais pas moi, une machine, un leg press, leg curl, voilà, ce que vous voulez. Dites-moi en commentaire, voilà, c'est vraiment une question à la con, encore une fois. Si vous aviez la possibilité de vous acheter une machine de muscu, quelle serait-elle? Voilà, en l'occurrence. Moi, perso, quand je vais à la salle, je regarde tous les jours, et tous les jours, je me dirais, ah bah ça serait bien de l'avoir à la maison, et tous les jours, en fait, ça change, donc sous-entendu, ce qu'il faut, c'est une salle de muscu, hein, en réalité, et c'est pour ça que les gens prennent pas juste une machine et s'achètent une salle. Personnellement, j'aurais quand même tendance à avoir une petite préférence pour probablement une chaise romaine ou une espèce de 10 passistes, là, vous voyez, le truc où vous pouvez faire des tractions, la chaise, parce que c'est assez complet. Et puis sinon, personnellement, ouais, plutôt un banc de développé couché, parce que du coup, vous avez la barre, vous avez les poids, et vous pouvez faire des tas de trucs avec. Avec les poulies aussi, vous pouvez faire des tas de trucs. Les poulies c'est super cool. Donc voilà, finalement, en fait, j'ai pas de réponse. Voilà, à chaque fois, encore une fois, tout dépend de la machine sur laquelle vous bossez. Puis à chaque fois, ça change un petit peu. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une nouvelle. Et d'ici là, portez-vous bien, voire portez-vous très bien. À très bientôt.